Roucault, philosophe et enseignant à l'université, est l'homme le plus diplômé de France. Il possède 2 agrégations de doctorat et plusieurs masters obtenus suite à ses études d'épistémologie, de logique et d'histoire de la science. Il travaille également pour des groupes de nanotechnologie, de biotech et donne des conférences sur l'intelligence artificielle. Dans son ouvrage L'obscurantisme vert, qui est en tête des ventes sur Amazon depuis plus de 6 mois, Yves Roucault dénonce la manipulation de graphiques en lien avec le réchauffement climatique, des formations opérées selon lui par le GIEC et reprises par les politiciens et les médias. Mercredi dernier, l'équipe de Nouvel Angle a rencontré le philosophe Yves Roucault, qui défend la libre créativité et la vraie écologie, même si l'obscurantisme s'est, selon lui, abattu sur notre civilisation au cours des dernières décennies, l'avenir sera radieux et la liberté finira par l'emporter. Nous en parlons aujourd'hui dans Nouvel Angle. C'est donc une vague obscurantiste sans précédent depuis la chute du mur de Berlin, qui vise en fait à saboter les fondements de nos sociétés de liberté, au nom de la planète, au nom du réchauffement, au nom du CO2, etc., etc. Et en fait, on a une armada qui nous vient d'ex-marxistes recyclés verts, avec des écolos anticapitalistes profondément, avec des altermondialistes, avec etc. On a comme ça toute une armada dont le seul point commun, c'est la volonté d'arrêter le capitalisme, comme ils disent, le productivisme, le consumérisme, bref, de saboter les démocraties libérales. Et dans votre ouvrage, Monsieur Roucault, vous répondez justement à cette armada, vous répondez en ayant recours à la science, vous démontrez que toutes les hypothèses qui sont liées au cataclysme, à l'apocalypse prétendu, vous démontrez que tout cela est faux, que l'histoire de la planète, c'est l'histoire de la condition humaine et que c'est précisément grâce à la croissance, grâce au capitalisme, que l'humanité va prospérer à l'avenir et qu'elle va durer dans le temps. On nous dit, aujourd'hui, il y a 15 degrés centigrades sur la planète. Ok. 15 degrés centigrades, c'est très peu, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la planète. Globalement, hors glaciation, il a toujours fait plus chaud. La planète, elle a 4,5 milliards d'années. De 4,5 milliards d'années à 2,5 milliards d'années, il n'a jamais fait moins de 83 degrés. Jamais moins de 83. La planète n'est pas morte. Hein. Et après, ça a continué avec des glaciations monstrueuses. Il y a eu 3 périodes de terre complètement gelée. Lorsque les humains apparaissent il y a 2 millions d'années, il n'y a que 100 000 hominines qui sont là, pas plus. C'est-à-dire qu'en 3 millions d'années, il n'y a que 100 000 qui ont réussi à survivre. Toutes les espèces d'hominines ont été détruites. Donc, je raconte exactement pourquoi les humains ont été détruits. Bah oui, les 17 glaciations, les séismes, les maladies animales, les maladies virales, bactériologiques, etc. Face à ça, il n'y a qu'une seule solution. Hein. C'est la science. Et pour financer la science, c'est la croissance. La civilisation d'Akkad a été détruite il y a 4200 ans, totalement par une chaleur monstrueuse, totalement détruite. Et exterminée, la civilisation de Sumer. D'ailleurs, entre parenthèses, en même temps, la 6e dynastie égyptienne, la civilisation de l'Indus, la civilisation de Langzhou en Chine, exterminée par les variations climatiques. Parce qu'il n'y a pas de dérèglement. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est la variation. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que les petits bonhommes verts, je les appelle comme ça, qui nous parlent de dérèglement à cause de l'industrie et tout, ils font sérieusement rire parce qu'il n'y a pas de règlement. Les variations sont une règle depuis 4,5 milliards d'années. Pour aller vite, en 950, les Vikings, ils s'installent au Groenland parce qu'il y a un tel réchauffement sur la planète qu'ils s'installent, notamment dans l'hémisphère nord, qui s'installent au Groenland. Les obscurantistes qui nous vendent la chaleur jamais vue, ils peuvent quand même aller regarder ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Dans le même temps, il y avait des vignes dans l'Europe du Nord. Et puis, refroidissement, parce que c'est comme ça, c'est les variations. À la Renaissance, avec un fort refroidissement, réchauffement, refroidissement, réchauffement. À partir de 1850, donc de 1800 à 1850, il y a un refroidissement alors qu'on est en pleine révolution industrielle. À partir de 1850, c'est vrai qu'il y a un léger réchauffement. Moi, je ne nie pas le réchauffement, je n'ai pas le problème. Le truc, simplement, c'est que si les humains étaient responsables de ça, pourquoi est-ce qu'avant que même les humains apparaissent, on a eu tous ces phénomènes-là, qui étaient des phénomènes monstrueux? Pourtant, M. Roucault, aujourd'hui, de nombreux intervenants médiatiques soutiennent la thèse du réchauffement climatique, un réchauffement qui aurait été engendré par l'être humain.
Alors comment est-ce que vous répondez à tous ceux qui parlent de la pollution qui a été engendrée par le CO2 que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous produisons? On nous dit le CO2 est responsable de. D'abord, je démontre dans le livre, je rappelle, parce que c'est un livre, là, je raconte pas que l'histoire de la planète, je raconte aussi concrètement comment ça marche, tout ça. Le CO2, c'est pas une molécule diabolique, c'est, comme le nom l'indique, c'est un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Donc ils sont ensemble, ça fait une molécule qu'on appelle le CO2. OK. Le CO2, le taux de CO2 aujourd'hui est de 0,0415%. On dit 415 ppm, parties par million. OK. Mais depuis 541 millions d'années, c'est-à-dire depuis les premiers animaux marins, 541 millions d'années, eh bien, il a toujours été plus élevé qu'aujourd'hui, de 8 à 17 fois plus élevé. On parlait des dinosaures tout à l'heure, ils vivaient avec 2000, 4000 ppm, nous on est à 415. Ils vivaient, la Terre n'est pas morte, et les dinosaures ne sont pas morts de ça, ils sont morts d'un météorite qui est tombé probablement, très très probablement, et peut-être aussi quelques éruptions volcaniques, mais d'abord d'un météorite qui est tombé sur cette planète. Donc si vous voulez, l'idée que voilà, le CO2 serait responsable d'autre part de la mort de la planète, et que le CO2 humain, c'est une galéjade. D'autre part, je rappelle que le CO2, contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est pas le principal gaz à effet de serre. Le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, de 60 à 85% selon les conditions. Ça varie évidemment là aussi avec les questions des éruptions volcaniques, tout ça, etc. Bref, de 60 à 80%, c'est la vapeur d'eau, c'est pas le CO2. Le CO2 a une part, bien entendu, c'est vrai, et les humains en produisent. Moi, je sais bien. Là, je suis en train de parler, je produis du CO2, évidemment. Mais de là à faire varier d'1 ou 2 degrés la température de la planète, même en parlant beaucoup, puisque je parle beaucoup, je pense que ce serait quand même extrêmement difficile. Donc le CO2, il est à 415 ppm, il pourra peut-être passer à 420, 430, il pourrait passer d'ailleurs à 5000, il y a zéro danger pour l'humanité. On a fait des expériences, même à 7000, il y a zéro danger pour l'humanité. On a fait des expériences, même à 9000, là, il commence à y avoir des dangers, effectivement, si on reste longtemps, etc. Mais enfin, on est très très loin du compte, on est à 415. Voilà. Et je rappelle que non seulement c'est pas dangereux pour la planète, et évidemment, autrement, il y a autant qu'il n'y aurait plus de planète, c'est pas dangereux pour nous non plus. Mais en plus de ça, moi, ça je raconte dans le livre, parce que dans le livre, c'est pas simplement, je parle pas simplement des volcans, du climat, des machins, etc. Je raconte la véritable histoire de la condition humaine. Et justement, dans le livre, je démontre que l'humanité, elle est tellement géniale, elle est monstrueusement géniale, l'humanité. Je veux dire, il faut arrêter de critiquer l'humanité. L'humanité, il faut arrêter de critiquer nos ancêtres. Nous savons, par exemple, on peut transformer le CO2 en oxygène et en énergie. C'est ce que font, par exemple, les nanotechnologies. Par exemple, on prend des nanoparticules de cuivre, je raconte dans le livre, de manière simple, mais pour que les gens comprennent, comment avec les nanoparticules de cuivre, on casse la molécule de CO2 pour transformer de l'oxygène et en carbone. La Terre est bleue pour une raison simple, c'est qu'il y a dans la mer, non pas des algues bleues, on a cru que c'était des algues bleues longtemps, mais en fait, c'est des bactéries, des cyanobactéries, c'est pour ça qu'elles sont cyano parce qu'elles sont bleues, elles donnent cette couleur bleue en tout cas, et les cyanobactéries, c'est elles qui prennent le CO2, qui le transforment en oxygène. C'est pas les forêts, on peut en parler un jour si vous voulez, mais les forêts, le bilan carbone des forêts est neutre. À l'inverse, le bilan carbone de la mer, lui, il est positif, c'est-à-dire qu'il balance vraiment de l'oxygène, et ce qui nous permet de vivre. Les biotechnologies, par exemple, elles utilisent les cyanobactéries pour précisément transformer le CO2 en oxygène et en énergie. C'est-à-dire qu'elles cassent, on le fait dans les laboratoires, et maintenant il y a plein d'entreprises qui font de l'argent grâce à ça, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Les biotechnologies, elles permettent aussi de transformer avec des bactéries de la même façon, par exemple, les pollutions. On attaque les pollutions. Par exemple, on attaque les pollutions qui sont liées au pétrole dans la mer. On sait maintenant les détruire pour les transformer à nouveau en énergie, en oxygène, en plein de choses. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que moi, mon livre, c'est la défense, justement, de l'humanité et de son extraordinaire imagination créatrice. Montrer comment l'humanité, au fond, elle se pose des problèmes qu'elle peut résoudre. Et à chaque fois, elle peut les résoudre. C'est pas simplement des moyens pour prévenir les volcans ou les tsunamis qu'on a mis en place, heureusement, parce que qu'est-ce que c'est des trucs destructeurs, mais c'est aussi des moyens pour améliorer notre vie. Améliorer notre vie. Le capitalisme qui est si décrié, le productivisme qui sont si décriés,
ils ont quand même produit des phénomènes monstrueusement géniaux. Je rappelle que l'âge moyen de vie sur Terre, on parlait tout à l'heure de néolithique, on était remonté loin à 12 000 ans. Il y a 12 000 ans, l'âge moyen de vie sur Terre était de 22 ans à peu près. Il n'a pas tellement évolué en fait jusqu'à la révolution industrielle, quelques années, mais sans plus. Eh bien, depuis, grâce à la révolution industrielle, on est passé de 25 ans à plus de 50 ans, vers 56 ans en 1960, et aujourd'hui on a 79 ans d'espérance de vie sur le globe. Il y a 20 ans, on est passé à 70 ans grâce à la révolution industrielle, grâce au capitalisme, je suis désolé de le dire. Et quand on regarde, parce que les petits bonhommes verts, ils n'arrêtent pas de nous embêter sur la croissance, etc. On dit 79 ans, un peu plus de 79 ans aujourd'hui sur le globe. Mais il y a des différences énormes. Au Japon, c'est 84 ans. Dans les pays les plus développés, c'est au-dessus de 80 ans. Mais dans les pays, entre guillemets, en voie de développement, comme on dit aujourd'hui, dans les pays les plus pauvres, l'âge moyen il est de 52, 54 ans. Par exemple, en Centrafrique, c'est 52 ans. Ces gens-là, ils rêvent de notre croissance, ils rêvent d'abolir la maladie, etc. Ces gens-là, ils rêvent de notre modèle, soi-disant destructeur de la planète. En vérité, c'est un modèle qui ne détruit pas la planète, c'est un modèle qui domine la planète, qui sauve l'humanité. Je donne un deuxième exemple. Vers 1980, dans ces eaux-là, 1981, les pays, les pauvres qui souffraient de ce qu'on appelle la malnutrition, la famine et malnutrition, étaient très nombreux. Et la malnutrition touchait à peu près 39-40%, 39% de la population vers 1980. Aujourd'hui, c'est moins de 9%. On est passé de 39 à moins de 9%. Si on prend toujours la même période, on avait un niveau de vie qui, pour plus de 43% des gens, était inférieur à 1,9 $ par jour. 1,9 $ par jour. Pourtant, encore une fois, c'est énorme le nombre de gens qui étaient dans cette situation-là. Aujourd'hui, il y en a moins de 9% aussi. Moins de 9% qui sont 1,9 $ par jour. C'est un progrès monstrueux, formidable. Et dans votre ouvrage, vous parlez non seulement de ces différents progrès, mais également vous affirmez que la seule solution que possède l'humanité pour survivre, pour se développer, c'est précisément de dominer la nature et d'assujettir tous ceux qui s'y trouvent. Donc Dieu crée l'homme, il met la nature à sa disposition, et l'homme de son côté jouit de la nature, il domine la nature. Finalement, M. Roucaute, face aux attaques d'une vague obscurantiste sans précédent, vous faites la défense de l'humanité. On a oublié que les humains, ils vivaient pas simplement, vous savez, de nourriture terrestre. Ils ont besoin aussi de nourriture spirituelle. Les humains, c'est des êtres formidables, créatifs, imaginatifs, parce que ce sont aussi des êtres spirituels. On a besoin de spiritualité. Et le problème, c'est qu'on a détruit, en fait, on n'a plus alimenté la spiritualité de la jeunesse. La jeunesse, elle a besoin de cette spiritualité. Alors, quand on leur dit la planète, quand une Greta Thunberg leur dit la planète meurt, vive la planète, etc., la jeunesse, elle a envie de croire à ça. Vous savez, en France, la jeunesse, massivement, elle vote pour l'extrême gauche. C'est quand même un truc incroyable quand on y pense. Ils votent pour la NUPS, on appelle ça la NUPS. C'est les premiers fournisseurs de voix à l'extrême gauche. Plus de 40%, plus de 50% votent à l'extrême gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils votent écolo rouge, vert rouge, voilà. Ils votent dans cet univers-là. Parce qu'en fait, ils ont besoin de spiritualité et que ces gens-là, ces démagogues, leur ont vendu l'idée que ça pouvait être une spiritualité. Et donc, ils foncent, quoi. Donc moi aussi, le livre, c'est pour ça que la dernière partie de ce livre porte sur la spiritualité, redonner goût à l'humanité et à la jeunesse de défendre et d'aimer la liberté, en racontant comme c'est merveilleux de défendre la liberté, en racontant comme nous avons devant nous des combats extraordinaires à mener, parce qu'il y a plein de forces qui freinent la créativité, parce qu'on manque de liberté, parce qu'on manque de créativité. La créativité des femmes, par exemple, elle n'est pas assez développée, la créativité des enfants, souvent bloqués, etc., etc. Donc je raconte dans mon livre pourquoi il faut développer la qualité. Dans le prochain livre, je vais développer ça encore un peu plus pour montrer, y compris des solutions pour développer la créativité et le chemin vers lequel on doit aller. Moi, je suis un vrai écologiste, au sens fort du terme. Écologiste au sens vrai. L'écologie, ça vient du grec oikos. Oikos, en grec, ça veut dire la maison. On trouve le même mot dans économie. Oikos, nomos. Là, c'est écos, oikos, logos. C'est donc
l'écologie, c'est la logos, c'est le discours, c'est la raison, c'est voilà, c'est le discours raisonnable, c'est sur la maison. C'est la défense de la maison. Or, la maison, c'est pas la planète, ça n'a jamais été la planète. L'oikos, la maison, c'est ce qu'on construit contre la nature. C'est parce que justement, on a besoin de se protéger du chaud, du froid, des attaques animales. On a besoin de se protéger et de protéger la famille, de protéger la tribu. On a besoin de protéger l'humanité. C'est pour ça qu'on construit des maisons. Alors, c'est symbolique. La maison, c'est pas simplement la bâtisse, c'est aussi les terrains agricoles que, par exemple, nos ancêtres au néolithique ont commencé à construire en faisant de l'élevage, en faisant de l'agriculture. Voilà, c'est ça la maison. La maison, c'est l'humanisation de la nature. C'est le fait que l'humanité, elle humanise, elle met la nature à sa disposition. Bon, moi, je suis un vrai écolo parce que je veux précisément qu'on mette la nature à sa disposition. Et c'est aussi pour ça que je suis pour la conquête spatiale, parce que notre maison, c'est pas la Terre. Notre maison, c'est les artifices qu'on construit. Ça peut être une navette spatiale demain, c'est ça la maison de l'homme. Donc moi, je suis un vrai écolo. Et quand les autres me disent, bah, moi, je suis pour la planète, je suis un écolo, je dis non, non, vous êtes pour la planète, donc vous n'êtes pas un écolo. Vous êtes au contraire du côté de ceux de ces forces qui, depuis des millénaires, brisent la nature humaine, brisent l'humanité, nous mettent en danger. Et donc, moi, je suis pour l'écologie, c'est pour ça que je suis pour le nucléaire, c'est pour ça que je suis pour les nanotechnologies qui produisent des matériaux monstrueux, c'est pour ça que je suis pour que l'humanité continue à travailler pour... Vous savez, l'énergie dans l'univers est infinie. Ce que ne savent pas non plus les écologistes, parce que les faux écologistes, c'est évidemment, ils ne comprennent rien à la physique, elle est infinie parce que l'univers est composé d'atomes et que de l'hydrogène au CO2, etc., les atomes sont partout et ils sont partout à notre disposition. Mais nous ne savons pas encore vraiment toujours, et bien sûr, comment extirper cette énergie. L'énergie est infinie, mais pas nous. Nous, malheureusement, on est fini, on est limité. Donc moi, je défends la créativité parce que précisément, je suis un vrai écolo. C'est-à-dire que je dis, allez, il faut aller à l'attaque. Il faut aller à la domination, il faut transformer. Nous avons mis le pied sur l'Himalaya, même pas le pied, le début de l'orteil sur l'Himalaya. Devant nous, nous avons une monstrueuse énergie que nous pouvons utiliser et que nous pouvons mettre au service de l'humanité. Pour terminer, moi, mon livre, c'est de dire l'humanité d'accord, l'humanité d'abord. Moi, la planète, franchement, c'est pas le problème, parce qu'elle s'en moque, la planète, de nous. Je veux dire, c'est pas un être vivant, la planète. Il faut arrêter cette idolâtrie absolument monstrueuse. C'est pas un être vivant, c'est un amas moléculaire qui d'ailleurs est né et qui mourra un jour, bien entendu, enfin, qui disparaîtra. Bref, nous devons penser à l'humanité. On n'a pas de peur à avoir. Vous inquiétez pas, on va pas détruire la planète. Et le seul problème, à nouveau, c'est ne pas détruire l'humanité, ne pas freiner son expansion et donc voilà, défendre le camp de la liberté et du progrès. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Nouvel Angle. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur ntdtv.fr et tous les soirs à la télévision française à partir de 20h. Je vous remercie d'avoir suivi Nouvel Angle et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.